poser un moment, de faire le point, avoir un peu d'ouverture aussi sur le monde qui nous entoure, avec l'intervention de Vincent Châtelier. Et puis essayer de se projeter avec nos responsables aussi politiques de nos territoires sur qu'est-ce qu'on attend demain, nous, les agriculteurs de montagne, pour cette PAC 2020, après 2020. Il faut poser les bases du débat, il faut regarder un petit peu ce que nous attendons en termes de politique générale, se confronter également entre différents secteurs de montagne, que ce soit les Pyrénées, le Massif central, et je crois pouvoir dire que les actions qui sont menées, la réflexion qui est conduite, aujourd'hui nous allons partager tout cela, eh bien voit que nous devons arriver à une configuration forte et puissante de propositions à nos responsables nationaux, qui devront aussi porter donc, nos propositions. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on cherche du sens dans un monde qui est relativement perturbé. Voilà. Ce qui pousse à dire aujourd'hui, beaucoup d'observateurs, d'experts, mais également de politiques, que la PAC ne sera pas forcément réformée en 2020, mais plutôt entre 2021 et 2023. Parce qu'on a aussi des incertitudes budgétaires qui sont compliquées. Et la difficulté de la mise en œuvre de cette PAC actuelle, en France mais également ailleurs, font qu'il y a plutôt ça prône une stabilité aujourd'hui dans un monde qui politiquement est quand même relativement perturbé. Est-ce que vous croyez que la politique agricole commune s'est souciée des emplois, alors qu'elle n'a jamais voulu plafonner les aides? Je ne pense pas. Donc c'est des questions qui vont revenir sur le tapis. Est-ce que la politique agricole commune s'est souciée des enjeux économiques? Oui, beaucoup, mais il y a des pays en Europe qui ont eu une tendance à considérer ce volet comme étant plus important que les autres. Donc il y a une dissociation des pays sur ces enjeux. Je voudrais dire aussi qu'on va avoir un gros débat dans la future PAC sur les équilibres entre les trois grands principes fondamentaux de la PAC, l'unicité des marchés. Parce que derrière l'unicité des marchés, il y a la question qu'en fait c'est la libre circulation. En fait, on fait une libre circulation avec des pays qui ont des normes, des pratiques et des politiques extrêmement hétérogènes. Donc ça va être pas revisité, puisque c'est le fondement, mais ça va être questionné, évidemment. Le deuxième, c'est la préférence communautaire, avec tous les débats qu'il va y avoir sur le Brexit, qui vont être importants. Et le troisième, qu'on va beaucoup discuter, c'est la solidarité financière, c'est évidemment à qui profite la politique agricole commune. La première question, c'est quel est le budget pour l'Europe? Il faut quand même qu'on soit convaincu que c'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est 1% du PIB, c'est pas beaucoup, mais c'est pas gagné le budget 2020-2025. Le Brexit, la montée des nationalistes, la tentation du repli sur les politiques nationales, ça existe. Et puis la croissance économique, elle n'est pas si énorme que ça. Or, les dépenses publiques, elles sont quand même liées à la croissance économique. Vous êtes les grands gagnants, mais je voudrais dire une chose. Vous avez encore des niveaux d'aide qui sont pas très élevés finalement. Pas très élevés par rapport à qui? Par rapport aux céréaliers anglais, par rapport aux céréaliers de Davos. Faut se détendre aussi. Vous avez des niveaux élevés d'aide à l'hectare, vous avez des niveaux d'aide importants par rapport aux revenus, mais par rapport aux emplois créés, tout est bien relatif. C'est pas si conséquent que ça à l'échelle européenne et à l'échelle de ce qu'on peut observer dans d'autres territoires où les liens entre agriculture, territoire et qualité sont assez, en tout cas, plus distendus que chez vous. Le marché intérieur global, il est saturé. La deuxième idée, c'est qu'on aura une concurrence exacerbée des pays européens sur notre agriculture, où la question des normes est une question évidemment extrêmement importante, aux normes sociales, normes environnementales, normes sanitaires, pratiques fiscales, modalités d'encouragement à l'investissement dans les régions. Tous ces aspects sont fondamentaux par rapport au décrochage de compétitivité qu'a eu la France. Les stratégies qu'on peut avoir sur la façon d'associer compétitivité, environnement et énergie sont également des aspects très importants. La question de la massification versus la diversification des productions est aussi un point clé. La France a tendance à beaucoup aimer la segmentation, la différenciation. C'est bien, mais pour la conquête des marchés internationaux, les Allemands nous apprennent aussi que la massification des produits peut avoir du sens. Ce qu'il faut aussi accepter comme idée, si on trace la route pour les 20 prochaines années, c'est que la demande alimentaire mondiale va être croissante dans les pays émergents. C'est pas en Europe, c'est pas en France que ça se passe, c'est ailleurs. Et donc la question, c'est comment on arrive à connecter notre agriculture sur ce monde-là. Les zones de montagne sont, en tout cas par rapport à la plaine, moins sujets à la volatilité
que les exploitations de plaine. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une différenciation d'origine forte qui fait que vous n'êtes pas connecté de la même manière aux marchés internationaux. On peut citer le cas du lait, mais dans vos territoires existent pourtant des réussites plus ou moins grandes de différenciation des prix vis-à-vis des marchés internationaux. L'autre point, c'est que vous êtes moins dépendant de l'international parce qu'il y a une faible part des produits qui sont exportés au prorata de la production agricole. Et enfin, parce que vous avez un mode de gouvernance des filières localisé qui est singulier et qui conduit à ce que finalement, vous soyez peut-être un peu moins concerné par la volatilité, qui est un thème extrêmement puissant quand on est dans des régions où la production est plus standard. Il y a la rentabilité d'un atelier, la rentabilité d'une entreprise qui peut être agricole, mais qui peut avoir des diversifications rurales. Et puis, il y a la rentabilité du ménage, qui est une autre affaire aussi, et qui est importante dans le maintien des exploitations. Il va y avoir un gros débat sur la modernisation de certaines exploitations versus sur la décapitalisation. Le nombre d'exploitations en zone de montagne baisse, comme en plaine, en termes relatifs, comme en plaine. Donc il y a un dossier important sur la modernisation, et notamment pour capter les nouvelles générations qui sont quand même assez férues de technologie et aussi de conditions sociétales dans l'exercice du métier différentes. Il ne faut pas qu'on se plante sur la manière d'accompagner les jeunes qui veulent investir dans des outils modernes, durables pour vos territoires, mais peut-être un peu modernes par rapport à une génération qui a travaillé autrement. Collectif de travail cohérent, épanoui et une vraie gestion des ressources humaines. On a un très gros travail à faire dans les structures au travers des collectifs de travail. Ça, ce n'est pas lié à la PAC, c'est lié à la stratégie des agriculteurs pour s'associer et travailler ensemble. Il faut des collectifs de travail. Ça va devenir de plus en plus dur d'être agriculteur tout seul dans son exploitation. Donc des collectifs de travail épanouis, qui aiment bien leur boulot, structurés. La deuxième chose, la technique. Maîtrise de la technique, c'est extrêmement important. Et on peut dire que la maîtrise technique, elle a été aussi rechallengée par les aides découplées. Vous savez, il y a des agriculteurs qui se sont un peu détendus sur la technique. Quand vous avez beaucoup d'aides, la technique, c'est moins central. Faire attention aux décrochages techniques. La dilution systématique des coûts fixes. L'agriculture française, dans toutes les comparaisons européennes que nous avons pu réaliser, on est très bon en efficacité sur les charges opérationnelles en France. On est moins bon sur la dilution des coûts fixes. On engage beaucoup de coûts fixes, bâtiments, matériel, avec des politiques fiscales qui encouragent à aller dans ce sens-là. Et ces politiques-là, finalement, conduisent à des surinvestissements qui pénalisent grandement le revenu des agriculteurs. Des investissements centrés sur la création de valeur. Il y a une partie des investissements en agriculture, je ne sais pas comment on peut mieux faire, une partie des investissements en agriculture qui finalement sont faits en ayant une certaine distance à la création de valeur que ça va avoir. On se fait plaisir aussi en agriculture. Alors c'est bien quand on peut se permettre, mais on ne peut pas toujours se permettre. Un arbitrage clair entre spécialisation et diversification des activités, y compris dans vos territoires, il y aura des exploitations spécialisées. Ne soyons pas dans cette vision un peu où on oppose la spécialisation des plaines et la diversification des territoires défavorisés. Je pense qu'il y a des exploitations dans vos territoires qui seront ultra spécialisées en lait, qui font que ça. Et puis il y aura des formes extrêmement hétérogènes de structures dans lesquelles la proximité des consommateurs, la valorisation des produits sera importante. Et ce que je pense très important, notamment dans les instances régionales, où on discute de tous ces débats magnifiques, c'est de respecter les équilibres à trouver entre l'agriculture productive connectée à un marché et l'agriculture plus territorialisée, enclin à offrir, je dirais, des services à une population de proximité. Je voudrais aussi terminer par un point que est très important pour vos régions. On connaît le degré d'efficacité de vos structures. On a des exploitations assez efficaces, mais on connaît aussi le décrochage en productivité du travail. Il y a beaucoup d'exploitations qui, en différentiel, en volume de lait par bonhomme, etc., décrochent par rapport à ce qu'on observe ailleurs. Il faut faire attention, en fait, à être dans un débat pondéré. Un débat dans lequel on associe, sans tabou, la question de la productivité avec la question de l'efficacité. Voilà, c'est très modeste ce que je vous ai dit, parce que j'ai peu de temps, mais je vous remercie de votre attention.